Bonjour, c'est Marion Sigaud. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime bien regarder des films en noir et blanc des années 50 et 60, il y a des tas de merveilles dans ces films. Eh bien j'en ai regardé une série récemment et je me suis rendu compte qu'on avait il nous donne de la société une image qui a complètement disparu. On voit les hommes et des femmes qui vivent ensemble en couple stable. C'est le mariage ou la débauche, en général c'est le mariage. Une jeune fille bien attend le mariage, une femme habillée trop sexy est mal vue. Elle est vulgaire, enfin c'est mal vu. Une femme doit s'habiller modestement. Il n'y a jamais aucune allusion à l'homosexualité. Jamais. L'autorité paternelle est absolument omniprésente. Et j'ai remarqué dans différents films, le dimanche, tout le monde va à la messe. C'était comme ça quand j'étais petite. Le souvenir que j'en ai, c'est que l'amour, c'était le couple. Et le couple, c'était le mariage. C'était comme ça et pas autrement. Le rôle assigné à la femme était dans son ménage, avec ou sans enfant. Une femme qui travaillait, alors il faut mettre des guillemets à travailler, parce que Dieu sait si tenir un ménage c'est du travail, mais ce qu'on appelait pour une femme travailler, c'était travailler en dehors de son ménage, elle devait prouver qu'elle pouvait tout concilier. Son but premier, c'était quand même sa famille. C'était comme ça. Un vent dévastateur a soufflé sur le monde, et en mai 68, il a fondu sur la France. J'avais 17 ans. Dans mon lycée, il a soufflé à toute force. L'autorité, c'était mal. Le mariage, c'était de la prostitution légale. Le couple, c'était l'aliénation, le sexe était un droit. Les hommes étaient des oppresseurs et les femmes des opprimés. On s'est mis à penser comme ça, à parler comme ça. Les enfants, je me souviens qu'on disait même que les enfants étaient sexuellement réprimés. On allait changer tout ça. À l'automne 68, j'étais encore au lycée. Un certain Gilbert Torgman est venu au lycée, envoyé par l'académie avec le concours du planning familial. Gilbert Torgman était gynécologue et sexologue. Et il venait à la demande donc de l'académie, avec le concours de la direction, bien sûr, le concours tout à fait officiel de la direction de mon lycée, nous donnait un cours d'éducation sexuelle. Je me souviens du choc que ça a pu être. On a entendu parler du sexe sans pudeur et sans honte. La pudeur, c'était la honte, et la honte, c'était mal. Et monsieur Gilbert Torgman est venu nous parler pour nous libérer. Il nous a libérés de la pudeur. Tout a basculé à ce moment-là. Gilbert Torgman, il était sexologue, c'était un scientifique, c'est comme ça qu'on disait. La science, c'est sérieux, c'était promu par les autorités, c'était crédible, c'était bien. Gilbert Torgman était médecin, le sexe était donc une affaire de santé, et ça allait le rester. Tout ce qui s'y opposait était ringard, démodé, dépassé, oppresseur, mortifère. On allait désormais promouvoir la contraception pour toutes, et là je dois parler d'une expérience personnelle. J'ai pris la pilule pendant 1 an alors que je n'avais aucune relation avec personne. Le médecin que j'avais rencontré à l'époque, pour autre chose, m'avait donné la pilule alors que je n'avais aucune relation avec personne. Et ma mère ne l'a pas su. Ma mère ne le savait pas. C'était vraiment la contraception pour tous, pour toutes, même si on ne m'a quasiment pas demandé mon avis, quoi. On m'a présenté ça comme quelque chose de mirobolant. J'étais vierge et je prenais la pilule. L'avortement devait être libre et gratuit, au nom de « mon corps m'appartient ». Et je me souviens que j'avais un ami à l'époque qui avait craint, parce que je pense que ça n'était pas le cas, mais de mettre enceinte son amie, la fille qu'il aimait. C'était vraiment, il l'aimait d'amour. Et ils étaient allés ensemble voir une femme médecin, militante du planning familial, je crois, et qui était en train d'organiser l'avortement de sa copine. Et là, je me souviens, mon copain m'a raconté qu'il a fait une objection à un moment donné en disant « Mais attendez, docteur, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que cet enfant a le droit de vivre ?» Eh bien, il s'est fait incendier. Il s'est fait incendier par cette femme. Il a pris une volée de bois vert, il est ressorti complètement traumatisé. Il avait confronté sa morale sincère et son amour pour cette fille à l'autorité qui disait qu'une fille enceinte, ça avorte. C'était devenu la nouvelle norme. Alors je rappelle que dans ces années-là, l'avortement était toujours interdit, extrêmement difficile d'accès, et que ce que proposait cette femme médecin, c'était de lui faire un avortement absolument clandestin, qu'il n'avait pas demandé. Je ne me souviens pas comment ça s'est terminé, je sais qu'il n'est pas devenu papa à ce moment-là, peut-être que la fille n'était pas vraiment enceinte, je n'en sais rien. Je me souviens qu'il m'avait raconté cette expérience comme absolument traumatisante. Il avait suggéré que peut-être que cet enfant pourrait naître, et qu'il avait pris une volée de bois vert. La libération, c'était l'avortement. La licence sexuelle devenait absolument totale. Si une fille disait non, c'est qu'elle n'était pas libérée. Donc il fallait qu'elle dise oui, systématiquement. Et le désarroi engendré par ces nouveaux rapports a été mis sur le compte de la névrose. Une fille qui n'était pas d'accord, il fallait qu'elle se soigne. Sont arrivés les homosexuels. Alors là, ils sont arrivés pour nous dire qu'ils étaient opprimés.
Dire qu'on était choqué, c'était déjà de l'oppression. Donc il a fallu commencer à entendre les litanies des plaintes des homosexuels qui se plaignaient. Alors on ne disait pas l'homophobie à l'époque, on disait là, je ne me souviens plus comment on disait, mais l'homophobie, le mot n'existait pas encore. Mais on a vu arriver les homosexuels comme une minorité opprimée qu'il allait falloir bientôt promouvoir et à qui on allait devoir un respect particulier. Tout ça impliquait qu'il fallait une éducation sexuelle, parce qu'on était complètement désorientés, donc on a eu la conférence de M. Torchman, mais il y a eu d'autres choses. Et je me souviens qu'un jour, j'étais revenue du lycée avec une amie, et sa mère m'avait coincée dans la salle à manger, pendant qu'elle nous servait le thé ou un chocolat, enfin c'était l'heure du goûter, quoi. Et je sais pas, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et elle m'avait vraiment, avec des mots crus, alors une bienveillance affichée, hein, c'est certain, mais elle m'a fait un véritable cours d'éducation sexuelle. Elle m'a expliqué ce que c'était qu'un rapport sexuel, mais avec les... Alors elle n'a pas montré des images, alors que le docteur Torchman, lui, il nous montrera un an après des images, pas des photos, mais des images assez crues. Je me souviens que j'avais été complètement choquée, j'avais regardé ça bouche bée. Surtout qu'on s'y attendait pas, on croyait qu'il allait nous parler reproduction, choses comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il nous présente ça comme ça. Et là, cette amie cette mère de ma copine, elle m'a expliqué des tas de choses, sans les images, mais avec les mots. Je me souviens que j'en avais été assez choquée. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit, mais de quoi elle se mêle, cette bonne... Qui c'est? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère était indignée. Elle était indignée qu'on prenne sa place, mais c'était que le début. Il faut savoir que l'intervention de Gilbert Torchman a été le début. On allait désormais pouvoir parler sexe régulièrement, à tous les âges. Et je dis bien à tous les âges. La révolution sexuelle, elle a commencé en France à ce moment-là. Le sexe n'était plus réservé ni au couple, ni au mariage, ni même à la rencontre d'un homme et d'une femme. C'était même plus pour faire des bébés. Une relation homosexuelle et par essence infertile, elle était promue désormais au nom du droit de jouir. On avait changé de paradigme. Et la révolution sexuelle, je l'ai connue, puisque j'ai connu l'avant et l'après. La situation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 40-50 ans plus tard, elle est la suivante. Le sexe n'est plus officiellement lié à la reproduction de l'espèce. On a séparé le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. C'est dans les textes. Et l'avortement est devenu une priorité nationale. J'ai vu les textes qui le disent. On a inventé les droits sexuels pour tous. Des droits sexuels qui abolissent la décence, la morale et l'interdit. On sexualise des enfants dès la maternelle. Il n'existe plus de protection contre la prédation. L'enfant a le droit de jouir, son consentement est admis s'il ne s'est pas suffisamment débattu. Donc un enfant peut être considéré comme ayant consenti à une relation sexuelle, même s'il est enfant. Et on ne parle pas d'adolescent. J'ai vu des dessins tout à fait explicites montrés à des tout-petits qui montrent l'anus comme un organe sexuel. On montre ça à des enfants en maternelle, avec des images développées en couleur. J'ai vu ça à Montréal, c'est absolument terrifiant. Il n'y a plus en France de visa au cinéma avec l'interdiction au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, au moins de 16 ans, ou même au moins de 13 ans. Il n'y a plus de visa en France. Tout le monde peut tout voir. La pornographie est désormais en libre accès à la télévision, sur Internet. Elle est devenue même forcée sur les portables puisque des gosses ont accès à des films pornographiques au milieu de leurs dessins animés. Ils n'ont rien demandé. C'est de l'intrusion absolument forcée. Et la pornographie est de plus en plus violente et sadique. C'est absolument monstrueux. On a organisé la fin de l'autorité parentale. Si mon père m'opprime, je vais demander à pouvoir en changer. On retire les enfants aux parents pour des broutilles au nom du droit de l'enfant. Désormais, la fessée est interdite. La justice peut s'ingérer dans nos foyers et venir retirer un enfant à ses parents s'il a reçu une raclée. Et je ne dis pas forcément des coups, mais s'il a reçu une fessée ou une gifle. On appelle ça la violence domestique ordinaire ou la violence familiale ordinaire. Et des juges ont désormais le droit de venir juger dans vos foyers. On a détruit l'autorité parentale et même l'autorité paternelle avant tout et parentale en plus. Même la notion de différence entre l'homme et la femme est abolie. Maintenant, on prétend qu'on peut changer de sexe. Ça n'a évidemment pas de sens, personne n'a jamais changé de sexe. On peut éventuellement changer d'aspect, mais personne n'a jamais changé de sexe. Et on promeut le changement de sexe, on a le droit, on peut exiger que l'état civil vous change le sexe qu'on vous a
prétendument assigné à la naissance, alors qu'on ne vous a rien assigné à la naissance, vous êtes né garçon ou fille, personne ne vous a rien assigné. Aujourd'hui, c'est devenu une oppression de prétendre que, puisque vous êtes né garçon, vous devez rester garçon, alors que vous pouvez ressentir profondément le besoin d'être une fille, ce qui est une aberration qui relève de la psychiatrie et n'a pas à être prise en compte par la société. L'éducation à la sexualité est désormais obligatoire, à la sexualité. C'est-à-dire que ce n'est plus une éducation qui consiste à aborder la reproduction des êtres animés, c'est maintenant une éducation aux pratiques sexuelles, à la sexualité, c'est ça que ça veut dire. Et cette éducation est devenue obligatoire, et je ne parle pas qu'en France, c'est dans le monde entier. On apprend aux enfants la masturbation, le consentement, oui, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire non, et tu as le droit de dire non, ça veut dire tu as le droit de dire oui, c'est-à-dire qu'on sexualise les enfants, on inculque dans l'esprit des enfants l'idée qu'ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles, si bon leur semble. Toutes les pratiques sexuelles les plus déviantes, l'homosexualité, le droit d'adopter, le droit d'avorter, discrètement à l'infirmerie de l'école, tout ça est promu à l'école. Tout ce qui s'oppose au droit sexuel des jeunes est voué aux gémonies. La morale est à rejeter, la religion est à rejeter, la tradition est à rejeter, l'autorité est à rejeter. Les droits sexuels dont il est question sont soutenus par Amnesty International, le gouvernement français, l'ONU, l'Europe, Médecins du Monde, une certaine Najat Vallaud-Belkacem et l'Organisation mondiale de la santé. Toutes ces règles nous viennent de l'ONU. L'Organisation mondiale de la santé n'étant pas la moindre des agences concernées, puisque la santé sexuelle, chère à ce cher dit Gilbert Torgmann, est devenue un droit fondamental. Et pour l'UNESCO, on a l'UNESCO pour l'éducation, et l'éducation à la sexualité, ce qui est une monstruosité. On n'a pas à éduquer les enfants à développer leur sexualité. L'éducation consiste à aider, à accompagner la jeunesse dans la maîtrise de ses instincts et non pas dans le développement de ses désirs. C'est une évidence qui a été complètement renversée. Parallèlement, il apparaît petit à petit, de façon de plus en plus explicite et atroce, la réalité de la prédation pédocriminelle. Plus on sexualise les enfants, et plus la réalité des crimes perpétrés contre les enfants par ce qu'on appelle des pédocriminels arrive à la connaissance du public. Des criminels enlèvent les enfants pour les sacrifier dans des rituels sataniques. Ça, quand j'ai commencé à parler de ça il y a une trentaine d'années, les gens m'ont prise pour une folle à l'heure actuelle. La plupart ont compris que c'est moi qui avais raison et que ces atrocités sont de plus en plus révélées au grand jour et apparaissent comme une pieuvre qui enserre le monde entier. C'est mondial et maintenant on ne protège plus les enfants. Tout est lié, c'est le diable. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous passés à cette France, parlons de la France, mais c'est pareil ailleurs, pudique, morale, familiale, joyeuse, à cette espèce de déferlement sadique et monstrueux, enfin, où le sexe est devenu sale, horrible, violent. Enfin, comment sommes-nous arrivés là? Revenons en arrière, je vais vous raconter ce qui s'est passé en 1966 aux États-Unis. Judith Reisman était une jeune femme comblée. Ce jour-là, elle avait 32 ans. Elle est rentrée en enfer. Sa fille, Jenny, avait 10 ans, et sa maman s'est rendue compte, Judith s'est rendue compte que la petite dépérissait. Elle l'a fait parler, et sous la promesse qu'elle ne dirait rien à la police, la petite a avoué qu'elle était violée par le voisin du dessus. Jenny avait 10 ans, le voisin du dessus en avait 13. Judith Reisman est rentrée d'un seul coup, dans une réalité abominable. Des enfants étaient violés par d'autres enfants. Et là, elle s'est reposée la question que j'ai posée il y a 5 minutes. Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'Amérique, pudique et conquérante, a-t-elle pu tomber aussi bas? Judith a téléphoné à une vieille tante et elle lui a raconté qu'elle venait d'apprendre que sa fille se faisait violer. Et sa vieille tante lui dit « Mais enfin, ma chérie, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. Certainement, elle l'a cherché. » Judith était absolument indignée. Elle dit « Jamais ma fille n'a cherché une chose pareille. Ta fille peut-être, mais la mienne non, c'est pas vrai. Elle l'a pas cherché, d'ailleurs, elle est dans un état épouvantable. D'où sors-tu ça ?» Elle raccroche, elle appelle une copine de fac, une ancienne copine de fac, qui lui dit « Mais enfin, ma chérie, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. Peut-être que ta fille l'a cherché, et même certainement. » Et là, Judith a compris qu'une vieille tante qui habitait à l'autre bout de l'Amérique et une copine de fac qui habitait à côté, qui sont de 2 générations différentes et géographiquement séparées par toute la largeur de l'Amérique, disaient la même chose. D'où ça venait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit « Jamais ma fille n'a été consentante. Jamais ma fille n'a été sexuelle depuis sa naissance, c'est pas vrai. Elle était dans l'innocence, elle a été souillée. Elle n'était pas consentante, c'est pas possible. »
Le ciel lui est tombé sur la tête, elle a décidé d'enquêter, et c'est là que toute sa vie a basculé. Elle n'a jamais retrouvé la sérénité qu'elle avait avant, et c'est là qu'elle a commencé son combat. Le point de départ de son enquête, ça a été de rechercher ce qu'il pouvait y avoir dans Playboy quand elle a appris que le voisin violeur, qui non seulement avait violé sa fille, mais également d'autres gamins de l'immeuble, avait accès libre à la collection complète des Playboy à laquelle son père était abonné. Et là, Judith a dit, il y a forcément un lien entre les filles dénudées du magazine Playboy et cette agression contre ma fille. Et c'est comme ça qu'elle a commencé son enquête. Judith a rapidement compris, en enquêtant, dans le courant de son enquête, que les intellectuels les plus brillants, les universitaires les plus reconnus mangeaient de ce pain-là et cautionnaient ces horreurs. Des congrès de sexologie mobilisaient de grands noms. 10 ans plus tard, 10 ans après sa connaissance du drame, elle était devenue titulaire d'un doctorat en communication dont elle s'était servie pour mener son enquête sur Playboy, et elle avait rédigé un rapport de recherche sur les femmes, les enfants et la pornographie, voulant démontrer, enfin ne pas voulant démontrer, mais démontrant à la suite de ses recherches que en fait l'accès libre et incitatif à la sexualité débridée que représentait Playboy. Et Playboy, c'était pas de la pornographie violente, hein, c'est ce qu'on appelle de l'érotisme soft, mais toujours est-il qu'avec un état d'esprit, avec des textes, enfin avec toute une incitation à la libération de toute morale, Judith a eu l'intuition et elle a fini par démontrer qu'il y avait un lien entre la maltraitance envers les femmes et les enfants et la promotion de ce genre de magazine. Donc comme elle était titulaire d'un doctorat, elle a été invitée à ce titre à l'université de Swansea au Pays de Galles pour une conférence internationale de l'association britannique en psychologie qui s'appelait, le colloque s'intitulait L'amour et l'attraction. Donc elle était invitée en tant que doctorante voilà, pour parler de son sujet. Et elle devait donc y parler de l'influence qu'avait le magazine Playboy dans les crimes sexuels. Et alors, elle se rend donc des États-Unis, puisque Judith est américaine, elle se rend aux États-Unis à l'université de Swansea, et en chemin, elle apprend dans le journal que, par les médias, elle a lu ça dans le journal, qu'un pédophile notoire qui s'appelait Tom O'Carroll était également invité à cette réunion de psychologie. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça, un pédophile invité à un colloque universitaire, mais le pédophile, assumé, affiché, le pédophile qui faisait des conférences pour expliquer comment, où et quand on pouvait trouver des gosses, enfin c'était absolument effarant. Et quand Judith est arrivée à l'université, elle a appris que tout le personnel d'entretien de l'université avait fait savoir que si jamais ce type prenait la parole, ils se mettraient tous en grève et il n'y aurait ni chambre, ni service dans les chambres, ni service au restaurant. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là au colloque, il faudrait qu'ils se débrouillent. Les lits ne seraient pas faits, les chambres ne seraient pas faites, il n'y aurait pas de service. Tout le personnel s'est mis en grève. Des professeurs invités, c'était des universitaires, ont fait circuler une pétition pour que le pédophile puisse avoir la liberté de parler, au nom de la liberté de parler, et pour qu'on trouve un moyen de forcer le personnel à reprendre le travail. Tenez-vous bien, Judith est la seule à ne pas avoir signé la pétition. Tous ces universitaires ont pris le parti du pédophile contre le petit personnel. Seule Judith a dit son indignation. Elle ne comprenait pas, si elle se mettait à comprendre ce qu'était devenu l'université et ce que c'était que ce changement de paradigme en matière de sexualité. Elle était absolument indignée. Finalement, le président de l'université a décidé d'écarter le pédophile, le travail a repris et le colloque a pu avoir lieu. Et c'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la confiance de Judith envers l'université. Elle venait d'être le témoin de l'infiltration pédophile dans le monde de l'université à l'échelle mondiale. C'est au cours de ce colloque qu'elle a rencontré un psychologue canadien à qui elle a raconté son indignation et qui lui a dit où il fallait qu'elle cherche pour découvrir ce qu'elle voulait. Il lui a dit cherchez. Qui a inspiré Playboy? Qui a inspiré Hugh Hefner? Il s'appelle Alfred Kinsey. Forte de l'information, elle est rentrée chez elle et elle a commencé à enquêter. Alors le bon docteur Kinsey, c'est l'inventeur de la révolution sexuelle à la fin des années 40 et au début des années 50. C'est lui qui servait de référence à absolument tout le monde. Et Judith est partie à sa découverte. Qui était Alfred Kinsey? Entomologiste et chercheur à l'université, il avait publié 2 rapports sur la sexualité des Américains qui a totalement bouleversé l'Amérique. Son champ d'étude était ceux qui, après la guerre, furent appelés la meilleure génération. Or, après des années de recherche et des centaines d'interviews, il a pu conclure que, contrairement à ce que l'on croyait, cette
génération héroïque, comptait parmi elles au moins 10% d'homosexuels parmi les hommes, et 37% d'entre eux avaient eu au moins une fois un rapport homosexuel. 37%, plus d'un sur trois avaient déjà eu un rapport homosexuel. 50% des femmes américaines avaient des rapports sexuels avant le mariage. 26% d'entre elles étaient adultères et 87% des célibataires avaient déjà avorté et 25% des femmes mariées également, dans une Amérique où l'avortement était très sévèrement réprimé. Conclusion de Kinsey, il n'était que temps de revoir nos règles, nos lois et nos habitudes. Assez d'hypocrisie, nos règles, nos lois et nos habitudes sont fondées sur une Amérique qui n'existe pas. On pourchasse l'homosexualité alors qu'elle est pratique courante, etc. etc. L'Amérique est tombée sous le choc. Il faut savoir que les conséquences directes de la publication des rapports Kinsey, sa statistique sur l'homosexualité a déclenché le mouvement gay. Le mouvement de libération homosexuelle, le mouvement qu'on appelle gay. Alors gay, c'est une expression américaine, en français gay, ça veut dire qu'il n'est pas triste. C'est ce qui m'a fait appeler le mariage triste. Pendant le mariage pour tous, j'appelais ça le mariage triste, parce que je trouve pas ça gay du tout. Enfin bon, ça c'est mon opinion. Mais donc on disait pas gay à l'époque, mais enfin on disait homosexuel. Donc c'est bel et bien le rapport Kinsey qui a déclenché le mouvement homosexuel. Un certain Harry Hay a quitté sa femme et ses enfants pour lancer la révolution gay dans les années 60 et il dira et il redira qu'il doit tout à Kinsey. Kinsey, référence Kinsey. Une enquête approfondie montrera que l'homosexualité touche en réalité entre 1 et 3% des hommes, pas plus. C'est-à-dire que la statistique de Kinsey est fausse. Tout dans les rapports Kinsey est frauduleux, absolument tout. Ces statistiques sont faussées, son échantillonnage est scandaleux, et les interviews qu'il a menées étaient complètement bidons. C'était tout son entourage trié sur le volet, sommé de dire ce qu'on voulait entendre. Il est avéré que Kinsey, qui sera promu comme un bon père de famille au nœud papillon qui fume au coin du feu, à côté d'une femme qui tricote, était un partouzeur, madame participait, et un masturbateur compulsif qui succomba aux conséquences des supplices atroces qu'il s'infligea et détruisirent son appareil génital. En 1981, Judith Reisman rejoignit ses enfants qui vivaient en Israël où, son doctorat en poche, elle a décidé de faire de la recherche. Elle avait déjà lu des centaines d'articles et de livres sur Kinsey et ses découvertes, la plupart élogieux, quelques rares éreintants, et elle se focalisa sur le cœur de l'ouvrage de 1948. Elle y avait trouvé un tableau faisant état des observations d'orgasme chez des enfants de quelques mois à la fin de l'enfance. Elle avait interrogé le successeur de Kinsey à la tête de l'institut du même nom et lui avait demandé comment ils avaient provoqué ces orgasmes sur des enfants entre quelques mois et la sortie de l'adolescence. Et des orgasmes qui étaient dûment chronométrés par les scientifiques du sexe, collaborateurs de Kinsey. Réponse du docteur Gebhardt: nous avons utilisé des techniques orales et manuelles. Judith était horrifiée de ce qu'elle avait compris. Elle avait rédigé un rapport explosif intitulé « Le scientifique en tant qu'agent contribuant à l'abus sexuel sur enfants, un examen préliminaire de possibles violations éthiques » qu'elle venait présenter au 5e congrès mondial de sexologie à Jérusalem le 23 juillet 1981. Je dois vous dire que j'ai connu Jérusalem dans les années 70. Imaginez qu'un congrès de sexologie allait s'y tenir quelques années plus tard. Je ne l'aurais pas cru si on me l'avait dit, c'est clair. Tout le Gotha sexologue mondial était là, chercheurs, médecins, psychothérapeutes, conseillers, etc., etc. Là, Judith a projeté un tableau du rapport Kinsey faisant état des orgasmes observés sur au moins 317 nourrissons et enfants. Elle précisa que le rapport faisait état, en réaction à ces fameuses techniques orales et manuelles, elle précisa que le rapport faisait état d'évanouissement, de cris, de pleurs et de convulsions, tous répertoriés par Kinsey comme orgasme. Elle s'exclama « Seul un pervers, un sadique peut appeler ça du plaisir quand ce sont manifestations des réactions de terreur et de souffrance. » Elle conclut que l'honorable docteur Kinsey était un psychopathe sexuel. Sa sortie a été suivie d'un silence de mort. Personne n'a réagi. Dans ce silence de mort, un journaliste suédois s'est levé, il a pris la parole et il a essayé de secouer la salle en disant « Mais vous avez entendu ce qu'a dit cette femme? Vous allez réagir ?» Rien. Personne n'a bougé. On a levé la séance. Une Suédoise responsable d'éducation sexuelle dans son pays, je ne sais pas à quel niveau, mais enfin elle était là en tant qu'intervenante au congrès, elle est venue dire à Judith qu'en fait, elle était effectivement très très choquée qu'on ait ainsi manipulé ses enfants sans leur consentement.
Et là Judith lui dit, Martha, attendez, parce qu'avec leur consentement, vous seriez d'accord? Bah oui, dit-elle. Bah oui. Y compris avec leurs parents, bien sûr. Judith a quitté le colloque comme une pestiférée. Elle venait de comprendre. Toute la sexologie, toute la politique mondiale en faveur de la libération sexuelle, de la promotion de l'homosexualité, de l'éducation sexuelle à l'école, de la sexualisation des enfants et du reste, relevait sans l'ombre d'un doute des travaux frauduleux d'un psychopathe. Tout le monde universitaire lui avait emboîté le pas, les médias à la botte ont suivi. Pas un n'a dénoncé Kinsey, et il est encore la référence. Revenons au bon docteur Torgman. Il fut bien sûr un continuateur de ses brillants travaux. Il était sexologue de référence, auteur de quantité de livres, invité obligé de toute émission de radio. Je me souviens d'avoir entendu la radioscopie de Jacques Chancel, qui l'avait invité. Et Gilbert Torgman avait, comme tout un chacun, Kinsey comme maître et comme référence d'affirmation que les enfants sont sexuels dès la naissance. Voilà. Donc, Gilbert Torgman, sexologue de référence, était un digne adepte du docteur Kinsey. Et c'est à ce titre que l'éducation nationale l'avait chargé de venir nous déniaiser, vous vous souvenez, en 1968, dans mon lycée. Je peux affirmer qu'à cette époque, plus de 90% d'entre nous étions vierges. Nous rêvions à l'amour, nous nous gardions pour lui, nous en rêvions, nous ne le faisions pas. C'est une évidence pour moi. Puis vous savez, entre filles, on se faisait suffisamment de confidences, c'est sûr qu'on en rêvait et on ne le faisait pas. On se gardait pour l'amour. Je peux aussi témoigner que le bon docteur se servit de son aura de sexologue soutenu par l'autorité pour venir faire son marché de jeunes bécasses qui ont cru à sa bienveillance et à ses promesses d'écoute et de conseil. Comme j'ai été une de ses cibles, je peux également témoigner que, hors de moi, après qu'il m'ait sauté dessus, j'ai prévenu absolument tout le monde, ma mère, la directrice du lycée, la direction du planning familial et toutes les copines. Alors je précise ici qu'il ne m'a pas violée, mais c'est parce que je suis d'une taille suffisamment imposante pour l'avoir repoussée. Je peux donc attester que l'institution qui nous l'a envoyé a su que c'était un pervers et elle n'a rien fait. Pire, elle a continué de le couvrir. J'ai prévenu tout le monde. J'ai été reçue en rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous avec la directrice de mon lycée qui m'a reçue chez elle. Et elle m'a cru. Je sais qu'elle m'a cru. J'ai téléphoné au planning familial. J'ai demandé à la directrice du planning familial. Je les ai signalé ce que m'avait fait le docteur Torgman et ce qu'il faisait aux copines. Parce qu'en parlant aux copines, je me suis rendu compte, en fait, il essayait sur toutes. Je pense qu'il a réussi sur quelques-unes. Eh bien, ça n'a pas empêché la grande carrière. Il a fait sa carrière jusqu'à il n'y a pas longtemps. Figurez-vous que Gilbert Torgman est tombé bien des années plus tard pour viol, à la suite de plaintes et de témoignages allant jusqu'à une cinquantaine de femmes. Un cancer l'a emporté, c'est dans le courant des années 2000, avant que le couperet de la justice ne l'envoie finir ses jours à l'ombre. Il était alors au sommet de sa gloire, on le surnommait le pape de la sexologie moderne. Eh bien, tout le monde le savait depuis 68, et tout le monde a laissé faire. Voilà ce que je pense de l'institution en France. Revenons à la sortie de Judith au congrès de sexologie de Jérusalem. Elle ne fut suivie d'aucune remise en question. Alors que la dénonciation avait été magistrale, Kinsey était et resterait la référence dans le monde entier. En 1982, Judith Reisman reçut une bourse du ministère américain de la Justice pour mener une enquête sur le rôle de Kinsey dans les crimes sexuels contre les enfants et sur le lien qu'on peut faire entre la pornographie ordinaire et la pédophilie. Malgré une subvention de 800 000 $, jamais l'enquête n'a pu aboutir. Des pressions, ouvertes ou anonymes, découvertes plus tard, ont interdit que ce travail soit publié. Judith a subi des campagnes de diffamation, des pressions, des chantages divers qui ont fait enterrer son travail et qui l'ont couverte de boue et d'ordures. Vous n'imaginez pas les horreurs qu'on a déversées sur Judith Reisman. Alors qu'elle présentait toutes les preuves de ses assertions, on la traita de menteuse, d'amateur, d'affabulatrice, de folle, enfin, tout ce que vous voulez, de bigote, enfin tous les mots sont bons. Elle a reçu malgré tout de l'aide anonyme et efficace pour reconstituer les documents qu'on lui a volés. On lui a volé tous ces documents et des gens sont venus l'aider à reconstituer tout ce qu'on lui avait volé. Mais jamais son travail n'a pu recevoir l'aval des autorités qui l'avaient commandé. C'est-à-dire que le président Reagan était moins fort, bien évidemment. C'est ce qu'il faut comprendre, que ces réseaux, à la fois c'était les réseaux pédophiles et les réseaux de la pornographie. Elle s'était heurtée aux réseaux pédophiles et à la pornographie plus fort que n'importe quel gouvernement. Elle a compris qu'elle n'avait désormais que ses livres pour faire savoir la vérité. Et les livres, une fois qu'on les a écrits, il faut les publier. Une fois qu'on les a publiés, il faut les faire circuler. Je connais le problème. Je l'ai vécu pendant 30 ans. Je sais exactement ce que ça veut dire.
Les découvertes essentielles de Judith Reisman sur Kinsey sont les suivantes, parce que c'est quand même un travail de plus d'une trentaine d'années, précisément pour dénoncer le monstre. Ces données concernant la sexualité des enfants consistent à appeler orgasme les réactions de terreur et de fuite et les convulsions de centaines d'enfants violés par un pédophile notoire qui s'appelait Rex King. La simple lecture de ces travaux le prouve, ainsi que l'interview d'anciens collaborateurs qui en attestent volontiers. Ça veut dire que tous les gens qui ont lu les rapports Kinsey auraient pu faire la même découverte que Judith, et personne ne l'a fait avant elle. Ça veut dire deux choses, soit que les gens qui ont lu le rapport n'ont pas voulu voir la vérité, soit simplement qu'ils ne l'ont pas lu. Et ça, à mon avis, c'est certainement une des choses les plus vraisemblables. Les gens se précipitent pour lire un rapport, pour acheter un rapport, pas forcément pour le lire et pour en prendre connaissance. C'est le snobisme de la... Vous avez le rapport Kinsey, oui, je l'ai acheté, et je ne l'ai pas lu. Donc, Kinsey a frauduleusement dressé un tableau de la sexualité des Américains qui a traumatisé toute la génération qui croyait en ces valeurs. Il a fait des enquêtes auprès des prostituées qui ont établi des statistiques sur la fidélité féminine. Il a fait des enquêtes auprès de prisonniers pour établir des statistiques sur l'homosexualité masculine. Faire une enquête statistique sur l'homosexualité masculine entre les quatre murs d'une prison, c'est quand même un petit peu faussé, non? Il a déclaré sous serment... il a fait des enquêtes auprès de délinquants sexuels, et ces enquêtes ont établi des statistiques sur les pratiques sexuelles courantes. Un délinquant sexuel qui a trouvé en prison. Il a déclaré sous serment que les délinquants sexuels récidivaient rarement, alors que la vérité c'est juste l'inverse, et qu'il fallait les mettre en liberté conditionnelle, ce qui fut fait. C'est-à-dire que Kinsey a eu suffisamment d'influence pour faire changer les pratiques judiciaires. Il est même allé jusqu'à faire changer. Il a réussi à faire changer le code pénal. Il a affirmé urbi et orbi que les relations sexuelles avec les enfants ne causaient aucun trouble aux enfants, qui étaient plutôt traumatisés par l'inquiétude de leurs parents hystériques. En 2013, déjà consciente de la réalité pédocriminelle depuis des années, j'ai vu un jour sur internet un documentaire de Tim Tate intitulé « Kinsey's Pedophiles », les pédophiles de Kinsey. Et en regardant ce documentaire, j'ai brusquement compris que tout le basculement de ma jeunesse avait été savamment manipulé à l'échelle mondiale par des pervers aux manettes. J'ai failli m'évanouir, je me suis vraiment trouvé mal, j'ai roulé par terre. J'ai vu dans ce film, dans ce documentaire que je vous recommande, il est tout à fait disponible sur internet, une émission de télévision prise en 1990 où on voyait Judith Reisman brandir le poing en direction d'un invité qui rigolait à propos du rapport Kinsey et des orgasmes des nouveau-nés. Elle y disait que d'après le docteur Gebhardt, il est vrai qu'on avait obtenu ces résultats avec la coopération des pédophiles. Ma décision était prise, il fallait que je rencontre Judith. Alors je lui ai écrit, elle m'a répondu. Elle m'a fait part de la tenue à Zagreb d'une rencontre à l'invitation de l'archevêché de Zagreb, pour parler précisément éducation à la sexualité. Sa réputation avait atteint la Croatie, donc elle était invitée. Et elle m'a dit, si vous voulez que nous nous rencontrions, rencontrons-nous là-bas. On avait déjà pas mal échangé, surtout par Skype, c'est possible, enfin c'est la magie de l'Internet. Donc, comme elle ne me connaissait pas, elle a parlé de moi à ses amis, elle leur a dit, on dit qu'elle est avec un gars qui s'appelle Soral, il a mauvaise réputation, il lui dit, de toute façon, t'inquiète pas, si on veut te dire du mal d'elle, on dira qu'elle est antisémite et personne ne pourra contredire, donc t'as qu'à l'inviter, tu verras bien qu'est-ce que tu risques. Bon, alors elle a dit, d'accord. Donc, je suis venu, je suis allé à mes frères, c'était le coup de foudre, on s'est tombé dans les bras. Enfin, je veux dire, le coup de foudre. Alors elle est toute petite, moi je suis grande, elle est toute petite, c'est un tout petit bout de femme. Ça a été une des grandes rencontres de ma vie, j'en ai eu quelques-unes, c'est pas la rencontre de ma vie, j'en ai connu quelques-unes, mais là ça a été extraordinaire. Donc j'ai réussi à faire une interview qui est disponible sur la toile. Alors, ce que j'ai découvert de Judith, enfin ce que je savais, mais ce que je peux dire maintenant pour la présenter, elle est d'origine juive, née en Amérique. Elle est alors d'une famille marxiste. C'est des communistes purs et durs, ce sont des juifs communistes qui ont quitté l'Allemagne juste à temps pour ne pas tomber dans la tourmente. Et tout le reste de sa famille y est resté. C'est-à-dire que Judith ne connaît de sa famille que son père et sa mère. Tous les autres ont disparu dans la tourmente, elle n'en sait rien, quoi. Elle ne les connaît pas. Et je me suis amusé à la regarder en sortant d'un grand hôtel à Zagreb. On était dans le hall, elle s'est mise à chanter la Marseillaise à tue-tête, mais de bout en bout, alors qu'elle ne parlait pas un mot de français, qui illustre à la fois
son environnement politique, quoi. Apprendre la Marseillaise, c'est glorifier la Révolution française, bon, elle était marxiste, jacobine, enfin voilà, c'est le milieu dans lequel elle a évolué, donc juive, marxiste, juive de gauche, on va dire d'extrême gauche. Bon. Ça, c'est le milieu d'où elle venait, ça c'était avant. Et puis, elle a quand même bel et bien été invitée par l'archevêché, et elle était invitée par les catholiques de Zagreb, c'est clair et net. Tout le monde est catholique à Zagreb, mais elle était invitée par les catholiques escalité, en qualité de catholique. Hein. Et tout le monde savait qu'elle était juive, ça ne posait de problème à personne. Et ces hôtes ont organisé, dans une petite ruelle de Zagreb, dans l'encoignure de laquelle se trouve une statue de la Vierge. Et c'est un lieu de dévotion, j'ai pu remarquer, parce que ce lieu était, enfin j'ai visité le lieu avant que la réunion ait lieu, on voyait que les habitants qui passent s'arrêtent devant la statue, l'embrassent, enfin, c'est un lieu de dévotion. Donc ils avaient organisé cette rencontre en l'honneur de Judith, on était plusieurs centaines, autour de la statue de la Vierge, et on a récité un rosaire intégralement en croate. J'ai récité « Je vous salue Marie », c'est le premier rosaire de ma vie quand même, avec Judith au milieu. Et elle l'a récité. Je lui ai dit « Mais comment tu connais ça ?» Elle m'a dit « Écoute, je répète, au bout de 150. » Et elle a été filmée, j'étais avec un jeune vidéaste. La vidéo est disponible, et Judith est en extase. Et elle me l'a dit, elle m'a dit « C'est le plus beau moment de toute mon existence. » Elle avait déjà 80 ans, quelque chose comme ça. Le plus beau moment de mon existence. Donc Judith Reisman est passée de juive marxiste à combattante de la... combattante de... Elle s'est mis tous les mouvements de gauche à dos, clairement. Tous les mouvements de gauche, on ne peut pas parler de Judith sans dire Judith, personnalité d'extrême droite, extrême droite. De toute façon, dès que ça déplaît, c'est extrême droite. Et je l'ai vue en extase devant ce... Puis elle a chanté avec les autres, enfin c'était extraordinaire. J'ai vu aussi une très belle scène, je ne sais pas si c'est l'évêque ou un prêtre, enfin, a adoubé des jeunes gens qui sont comme on adoube un chevalier et qui ont dit qu'ils partiraient pour la défense des enfants contre la pédocriminalité au pied de Judith. Tout était fait en son honneur. C'était absolument un moment absolument merveilleux. Donc moi je suis revenu de Zagreb en disant qu'il faut absolument la publier en France. Personne n'a jamais publié Judith Reisman en France. Qu'on ne me fasse pas rigoler, il est bien évident que tous les universitaires qui se penchent sur la sexologie ont entendu parler d'elle. C'est une évidence, je veux dire, elle était vraiment la combattante de l'anti-Kinsey. Son affaire avait fait suffisamment de bruit aux États-Unis, d'où nous venaient toutes ces nouveautés. Donc il est évident que tout le milieu universitaire était au courant de son travail et personne n'avait jamais songé à la publier. Alors ce que j'ai fait, je suis allé voir Alain Soral. Je lui ai dit, Alain, j'ai rencontré une femme absolument extraordinaire, elle fait un travail absolument phénoménal, il faudrait la publier. Il me dit, oui, mais c'est en anglais. J'ai dit, oui, il faut trouver quelqu'un qui traduise. Elle dit, ben oui, mais nous, on n'a pas les moyens de payer un traducteur, ça coûte de l'argent. Et un jour, j'ai présenté Judith à une séance de signature, et j'ai dit, voilà, j'ai parlé d'elle, j'ai raconté son travail, j'ai raconté cette rencontre absolument étonnante avec elle. Et il y a un grand jeune homme qui s'est penché au moment où les gens faisaient la queue pour que je leur signe des livres, pour les dédicaces. Il me dit, madame, je ne suis pas traducteur de métier, mais je sais le faire. Je vais traduire le livre de madame Reisman et je ne vous demanderai pas de me payer. Je lui ai dit, pardon, je le ferai bénévolement, mais professionnellement. Alors, je me suis tourné vers Soral, je lui ai dit, t'as entendu? Il m'a dit oui. Un an après, le livre sortait. Donc il a fallu que ce soit Alain Soral pour que le livre sorte. Je suis désolé, il est le premier. Il plaît ou il déplaît, mais en tout cas c'est lui qui l'a fait. Bon, à mon instigation c'est clair, mais enfin c'est sa maison d'édition qui l'a fait. Le remarquable traducteur nous a rendu un travail absolument magnifique. Il n'a jamais voulu qu'on le paie. Il a juste eu droit à son exemplaire gratuit. Quand je lui ai dit t'es venu en France, il a eu le droit de lui serrer la main. C'est tout ce qui s'est passé. Dans le même temps, les éditions Saint-Rémy, les éditions très catholiques Saint-Rémy, ont entrepris la traduction d'un autre livre de Judith. C'est-à-dire qu'au moment où le premier livre de Judith Reisman publié en France est sorti,
Un deuxième d'elle était en cours de traduction aux éditions de Saint-Rémy. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, 2 livres de Judith Reisman ont été mis à la disposition du public français. Voilà. Donc, on l'a fait venir à Paris, donc c'est la merveilleuse association Terre et Famille qui a payé le déplacement. On a passé des moments absolument extraordinaires avec elle. Alors elle a fait une conférence de presse à Paris en présence d'Alain Soral et des éditions Saint-Rémy, qui étaient là également pour son 2e livre. Ça a été des moments d'éblouissement, parce que Judith était joyeuse, pétillante, malicieuse, aimante, douce, adorable. C'est une femme d'une douceur, d'une joie de vivre. Elle est pétillante, vraiment pétillante, c'est le mot. Et je lui ai parlé de Dieu, parce que bon, elle a compris que j'étais chrétienne catholique pratiquante. Et j'ai demandé si elle croyait en Dieu. Alors elle m'a dit, écoute, j'ai toujours cru que Dieu c'était l'opium du peuple jusqu'à ce que je vois le diable. Parce que quand tu cherches, tu découvres la pédocriminalité, tu comprends que le diable est aux manettes, que le diable est aux commandes. Et dis quand tu as vu le diable, tu as compris que c'est pas lui qui avait créé tout ça. Donc il y a un bon Dieu. Et c'est comme ça que j'y crois. C'est beau, hein? Et bien avant de partir, avant de quitter la France, on lui avait fait visiter Paray le Monial. Elle avait acheté discrètement 5 ou 6 chapelets. Elle les a fait bénir par un prêtre de la tradition. Elle nous en a offert un à tous, y compris à Soral. Pas mal, hein? Elle est partie en nous offrant des chapelets bénis à chacun. En mai 2017, je l'ai retrouvée à Montréal, où nous étions invités, elle comme moi, par les parents catholiques pour dénoncer l'éducation sexuelle à l'école. Au Canada, il faut savoir qu'un vice-ministre de l'éducation né en 1952, Benjamin Ben Levin s'appelait-il, anciennement président de l'Institut d'études en éducation de l'Université de Toronto, a mis en place un cours d'aide à la sexualité en Ontario. Il est tombé pour viol de plusieurs enfants. C'est pas beau ça, hein? Il appelait des coupables, comme il était coupable, il appelait des coupables, mais comme il n'a pas continué à violer des gosses en prison, on l'a libéré sur parole en octobre 2017, c'est-à-dire dans la foulée de notre passage là-bas. Tout va bien, ces cours d'aide au sexe ou à la sexualité n'ont pas été mis en question. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant. Judith, à Montréal, a dénoncé les ravages de la pornographie qui dérivent inexorablement vers la pédophilie. Elle explique ça, il faudra regarder, j'ai mis en ligne une vidéo où elle explique comment on passe de la pornographie, je ne veux pas le dire ici, il faut l'écouter, comment on passe obligatoirement de la pornographie à la pédophilie, inévitablement, inévitablement. Parce que les deux ont un lien avec l'anxiété, et pas avec l'amour. Ce qu'elle explique, c'est qu'en matière de sexualité soutenue par les artifices du film et de toutes ces cochonneries-là, il faut augmenter les doses pour retrouver l'excitation éprouvée. Or, associées à la sexualité, la honte et la peur font inévitablement monter le taux d'excitation. Et c'est le rôle du porno de détourner l'appétit sexuel tourné vers la vie et l'amour, vers l'interdit, la mort, la souffrance et le mal. C'est le diable. La sexualité qui doit être tournée vers l'amour et la vie est tournée par le porno vers l'interdit, la mort, la souffrance et le mal. Aujourd'hui, les agressions sexuelles se font majoritairement dans les écoles. On a réussi à pervertir les enfants jusque dans les écoles. Pendant tout son séjour avec nous à Montréal, Judith a prié avec nous tout le temps. Alors, je n'ai pas de détails sur sa conversion, mais pour moi, elle est évidente. On peut voir sur son site que son entourage l'affirme. Elle croyait que Jésus était le Messie. À la fin de sa vie, elle était convaincue. Je n'en sais pas plus, mais je sais que Judith était bien avec les chrétiens et je crois qu'elle avait embrassé la plupart des valeurs qui sont les nôtres, qu'elle croyait désormais en Dieu, et je n'en sais pas plus, je ne peux pas parler à sa place. Je suis restée en correspondance suivie avec elle, tout le temps, et à l'automne 2020, elle m'a envoyé son dernier travail que j'ai mis en ligne après une traduction collective. Alors moi, elle m'envoie un texte de 100 pages, 120 pages, je dis, je ne peux pas traduire. Deux, même le lire, j'ai pas le niveau pour saisir toutes les nuances, donc j'ai lancé un appel auprès des gens que j'aime bien, que je connais, en disant j'ai besoin de quelques traducteurs, et j'ai 5 personnes qui se sont présentées. On a fait un travail de traduction collective, puis c'est moi qui ai édité, qui ai supervisé le truc, quoi. Et c'est le dernier travail de Judith. C'est le dernier travail de Judith, donc au bout de quelques semaines, ça a été un travail assez éprouvant. J'ai pu mettre en ligne son enquête absolument terrifiante sur l'origine des enfants qui avaient servi aux expériences de Kinsey.
Parce qu'on sait que Kinsey avait fait des expériences sur des enfants, mais qui étaient ces enfants? D'où sortaient-ils? Et puis, dans son livre, il en parle de 317, mais en fait, il y en avait probablement beaucoup plus. Donc l'enquête de Judith a révélé que 2 hôpitaux publics américains ont été subventionnés par la Fondation Rockefeller qui ont fait des expériences atroces sur des cobayes humains. C'était dans les années 50. C'est épouvantable, ça s'est fait sous la protection de la CIA. Le président Clinton a reconnu 4000 victimes de ces expériences sur des cobayes humains en 50 ans. Et Kinsey s'est servi de ces expériences. Je me souviens quand j'étais petite, on parlait de lavage de cerveau et de trucs comme ça. C'est ça dont il s'agissait. Des hôpitaux publics se sont servis de cobayes humains pour faire des expériences absolument épouvantables. Des rescapés ont témoigné, et il y a même à côté d'un de ces 2 hôpitaux un petit cimetière attenant à l'hôpital. Depuis quand y a-t-il des cimetières à côté des hôpitaux, comme si les gens n'allaient pas mourir chez eux ou être enterrés chez eux? Au Canada, à la même époque, un médecin fou a fait également des expériences sur des milliers d'enfants qualifiés de déments. Et en fait, on se rend compte, à la lecture de cette étude, que des milliers et des milliers d'enfants ont servi à des expériences absolument atroces, dans lesquelles la coopération de la CIA était patente. La CIA cherchait des moyens de programmer des agents ennemis, elle essayait de laver les cerveaux. On a enlevé à cette époque des clochards et des marginaux pour des expériences atroces sur des gens que personne ne réclamerait. On a fait ingérer des doses massives de LSD et des aliments radioactifs à des enfants, à des handicapés, à des femmes enceintes. Le crime est tellement énorme, il a duré des années, mais c'était pour la science. Ça n'a jamais été dénoncé dans les détails. Et c'est incontestable, on a toutes les preuves. En fait, Kinsey était financé par Rockefeller et utilisé et protégé par la CIA. Ce qui explique qu'aucune demande d'enquête n'est jamais aboutie. Parce qu'une demande d'enquête qui aboutit à la CIA, je vous laisse à penser que c'est vite classé. Les méthodes utilisées par la CIA pour faire parler des supposés terroristes, ce qu'on appelait les tortures non létales, sont les mêmes méthodes que Kinsey a utilisées sur plus de 2000 enfants pour ses expériences sous la houlette d'une équipe d'universitaires qui n'y ont pas vu d'objection. Qu'est-ce que c'est que ces tortures non létales qu'on a appliquées à la fois aux prétendus terroristes ou aux enfants? Masturbation forcée, exposition au froid, privation de sommeil, nudité et hurlements jour et nuit. On a prétendu soigner des centaines de petits âgés de 3 à 12 ans diagnostiqués autistes avec des électrochocs, comme aujourd'hui on prétend leur faire changer de sexe. 70 ans plus tard, aucune enquête n'a encore été diligentée pour aller y voir. On n'a que des témoignages de victimes ou d'anciens témoins. Jamais aucune enquête judiciaire n'a été diligentée pour faire la lumière sur ces atrocités. Le but ultime de toutes ces expériences était un double eugénisme. L'eugénisme négatif, éliminer les plus faibles et les inaptes, et l'eugénisme positif, inventer et créer une race parfaite, une race de seigneurs. Un savant eugéniste militant qui s'appelait Hermann Müller, né en 1890 et mort en 1967, était un Américain d'origine allemande par son père et juif par sa mère, et il a été financé par la Fondation Rockefeller dès 1925. Eugéniste, Fondation Rockefeller. Proche des communistes, il a reçu une bourse de la Fondation Guggenheim, Salomon Guggenheim je crois qu'il s'appelait, pour aller à Berlin en 1932. Berlin vivait à ce moment-là en pleine frénésie de révolution sexuelle. L'homosexualité, la sexualité débridée, le pansexualisme, la prostitution tous azimuts étaient le quotidien du Berlin des années 20. C'est de là qu'émergera la sexologie centrée sur le sexe sans bébé et de préférence homosexuelle. C'est là que Hermann Müller est allé faire ses recherches financées par la fondation Guggenheim, après avoir été par la fondation Rockefeller. Et il a poursuivi ses recherches après l'arrivée du nazisme en 1933. Quand l'épuration des Juifs a commencé, il n'a jamais été inquiété. Alors que sa mère étant juive, il est bien évident que si ce qu'on nous dit est vrai, il n'y a pas de raison d'en douter a priori, il aurait dû en principe, mais il était au cœur de la recherche sur l'eugénisme, la race parfaite, donc juif ou pas juif, il a pu continuer ses recherches. Et en fait, les recherches, c'était des recherches sur le cerveau, comment pénétrer le cerveau des hommes. Imaginez l'horreur. Mais figurez-vous qu'en 1934, la Fondation Guggenheim a refusé de renouveler la bourse. Là, en 1934, l'antisémitisme des nazis est devenu vraiment trop évident pour que Guggenheim
continue de financer les recherches à Berlin. Donc elle a envoyé Hermann Müller chez Staline, un peu plus loin, où il est resté jusqu'en 1937 pour travailler sur l'étude du cerveau des jumeaux. Eh bien, Hermann Müller n'a jamais dénoncé ni la brutalité, ni les atrocités, ni des uns ni des autres. Il est passé d'Hitler à Staline, et ensuite de Staline, il est retourné aux États-Unis, où il a rejoint qui? Kinsey, à l'Institut Bloomington. Et en 1946, il a reçu le prix Nobel. Ça fait des belles références, tout ça. C'est beau, hein? Tout va bien. Vous croyez qu'il n'y aurait aucun rapport avec le plan eugéniste actuel, les histoires de vaccins et tout? On est quand même peut-être bien entre les mains des mêmes, non? On a l'impression. Hermann Joseph Müller et son ami Kinsey étaient d'accord sur le besoin de remplacer la religion par la science. C'est ça qui les rendait amis. Et la modération sexuelle par la licence. La religion de Müller, c'était l'eugénisme. Il voulait qu'on élimine le patrimoine génétique défectueux par la stérilisation de masse. Ça vous rappelle rien? Ce qui se passe en ce moment. L'eugénisme est une idéologie qui relie la fondation Rockefeller, Adolf Hitler et Joseph Staline. Intéressant, non? Hein? Cette idéologie issue de Kinsey a des racines à la fois chez les eugénistes nazis, les communistes et les Américains. L'avortement de masse et la GPA ne sont que des outils au service de ce plan. Un certain Aldous Huxley a écrit tout ça dans son livre qui s'appelle Le meilleur des mondes, dont il a annoncé que c'était non pas un rêve ou un cauchemar, mais un plan que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Pour arriver à leur fin, ces chercheurs du diable et leurs sponsors avaient besoin de détruire la religion et la morale, d'encourager la licence sexuelle et l'homosexualité, de stériliser les pauvres en masse et de promouvoir l'avortement. Le mondialisme est dans leurs plans et les grandes agences de l'ONU, comme l'UNESCO ou l'OMS, sont leurs outils. Dès le premier tiers du XXe siècle, la fondation Rockefeller a compris qu'il lui fallait l'opinion publique et pour cela la presse qu'elle s'efforça d'acheter méthodiquement. Ils ont compris rapidement que la population ne serait jamais d'accord. La population, ça se manipule, et pour manipuler la population, manipulons l'information. Le moyen, c'est d'acheter les moyens de presse, c'est tout. Et la fondation Rockefeller avait les moyens d'acheter tout ça. Ensuite, ils ont convié Hollywood à faire sa part par une version de l'histoire complètement extravagante et arrangeante. Les films d'Hollywood qui mentent sur l'histoire, c'est pareil, c'est pas un hasard, c'est un plan, c'est le plan qui se déroule. Donc la collusion des médias avec le plan est absolument patente. Alors une illustration qui est très intéressante, en 1957, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans après la fin de la guerre, un pédophile allemand a été arrêté pour le viol et le meurtre d'une petite fille de 11 ans. Or, on découvre au cours de son procès que pendant la guerre, il avait abusé de quantité d'enfants dans un camp de concentration polonais, où il était officier nazi. Bon. Puis on a découvert que pendant toute la période, il correspondait avec le docteur Kinsey, qui lui demandait des détails de tous les viols d'enfants. Parce que le docteur Kinsey, je vous ai dit, c'est un grand scientifique, il lui fallait des récits d'expérience pour pouvoir faire ces statistiques abominables. Donc des récits de viols, ça faisait partie de ses recherches. Et il a correspondu pendant toute la guerre avec un nazi qui opérait dans un camp de concentration polonais. Elle est pas belle la vie? Eh bien, figurez-vous que la presse allemande s'est soulevée d'indignation en découvrant ça, et que rien n'a filtré aux USA. Rien n'a filtré aux USA, comme si les USA n'avaient pas leur loge en première place au milieu de l'Allemagne. Eh bien, aucun journal américain n'a relayé que Kinsey, le bon docteur Kinsey, dont on était en train de promouvoir précisément à ce moment-là les travaux, avait participé à avait correspondu avec un violeur d'enfants. Donc il a continué à passer pour un savant philanthrope. C'est comme ça qu'on l'a présenté. En fait, c'était un sataniste. Hein. Et puis il a correspondu également avec Aleister Crowley. Ces gens-là sont des satanistes. Ce ne sont pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des gens qui veulent détruire Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le magazine Playboy faisait bien évidemment partie du plan. Hugh Hefner, l'audateur, le Hugh Hefner, vous avez compris, hein, c'est le fondateur de Playboy, il était l'audateur de la famille Rockefeller et toute sa vie il a été protégé par la CIA avec qui il a collaboré. Regardons le résultat de ce plan absolument monstrueux. L'invasion pornographique sur la planète entière, l'augmentation exponentielle des abus sexuels de plus en plus violents et sadiques qui visent des victimes de plus en plus jeunes, l'introduction du sexe à l'école, la destruction de la protection parentale au nom du droit de l'enfant. Vous n'avez plus le droit de corriger vos enfants puisque vos enfants ont des droits. Et la moindre menace maintenant, menace de maltraitance et la pauvreté, rendez-vous compte, la pauvreté est de plus en plus considérée comme une maltraitance envers les enfants, vous faire vivre sur la menace qu'on vous enlève vos enfants. Les services sociaux sont là pour ça.
Aujourd'hui, des enfants violent d'autres enfants à l'école. Qui oserait dire que ça a toujours été comme ça? Comment peut-on avoir laissé faire ça? Le mal a été élaboré avec la collaboration d'universitaires compromis et d'une machine de relations publiques redoutablement rodée, on appelle ça l'ingénierie sociale, qui ont élevé la science au rang de critère absolu en lieu et place de Dieu, relégué au rang de superstition obscurantiste. La même manœuvre que le libéralisme des Lumières, où on a fait passer par la raison contre la superstition le capitalisme le plus sauvage, c'est la même pieuvre qui est en marche. La réponse sera spirituelle. Judith l'avait compris, qui a cru en Dieu après avoir vu le diable. Judith est morte le 9 avril dernier, chez elle, aux États-Unis, persuadée, d'après ses proches, que Jésus était le Messie, sauveur du monde. Paix à son âme, elle était mon amie, et je la pleure encore. Merci.